Qui ouvrira cette carte principale, Benoît Saint-Denis, avec donc les deux main events qu'on voit entre Valentina Shevchenko et Weili Zhang pour le titre des moins de 57 kilos, et puis Jacques Della Maddalena face à Issa Makhachev pour le titre des moins de 77. Est-ce que vous voyez un point commun entre ces deux combats, ces deux main events? Les montées en catégorie de... Ça a travaillé un petit peu l'émission. Un petit peu, vite fait, un peu en amont. Effectivement, c'est Weili Zhang qui monte de catégorie pour affronter Shevchenko, Makhachev qui monte pour affronter Della Maddalena. L'occasion d'un petit dossier aussi dans le Fighter Club Sunday pour comprendre justement cette transition, comment certains font pour aller se lancer ce genre de défi de montée de catégorie et qu'est-ce que ça engendre justement dans leur préparation, qu'est-ce que ça change aussi pour eux. Tu vas nous éclairer aussi, toi Mathieu, si tu as déjà voulu faire ce choix ou pas. On vous a posé la question aussi sur les réseaux sociaux d'RMC Sport pour savoir si vous êtes pour ou contre le principe des doubles champions simultanés à l'UFC. Je rappelle que ça n'existe plus aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on monte de catégorie, on abandonne sa ceinture. Vous êtes assez partagé, mais globalement, vous êtes pour les doubles champions. Mathieu, c'est quoi ton avis, toi, là-dessus? Pour. Si tu as gagné ta KT, après, si tu arrives à grimper dans une KT, gagner ton titre, tu gardes les deux. Maintenant, il faut être capable de défendre les deux titres. C'est pour ça que moi, je suis plutôt dans le contre. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inactivité de certains, quoi. C'est ça. Qui paralyse un petit peu, du coup, les catégories Déjà, mis à part quelques cas exceptionnels comme Merab, en général, un combattant champion à l'UFC combat 2 fois par an. Donc, t'imagines qu'il doit départager ça entre deux catégories. Donc, il combat une fois et puis il recombat une autre. Si tu es en 70... Et c'est un lightweight et tu dois en combattre en welter. La différence, elle est de 7 kilos. Ouais. C'est pas facile. Je pense que c'est compliqué. Je pense qu'ils font bien parce que sinon, ça bloque les catégories, en fait. On l'a vu avec ces ceintures intérimaires qui arrivent et ça crée un petit peu de confusion. Mais après, ça peut faire des beaux storytelling. C'est ça fait la légende, quoi. C'est vrai. Double champ de What the fuck he want. C'est vrai. Lui, pour le coup, il avait pris une intérimaire. Il a pris on parle de Conor McGregor au cas où. Si tu n'avais pas compris. Je ne suis pas la seule devant cette émission. En fait. Mais si tu avais compris qu'on parlait de lui. Et du coup, il n'a pas fait de défense de titre, il est monté directement pour prendre la catégorie au-dessus, celle des 70 contre Eddie Alvarez. Et il a dit, t'es champ, ta fois qui monte. Le champion fait ce qu'il veut, pour ceux qui ne parlent pas. Mais du coup, il n'a jamais défendu une de ses ceintures. C'est ça aussi, et c'est pour ça qu'on va éclairer. Il y en a pour qui il y a eu beaucoup de réussite. Quand ils ont monté, ils ont gagné. On parlait de Conor McGregor, il y a aussi Ilya Topuria plus récemment. John Jones, évidemment, qui l'a fait face à Cyril Gane, malheureusement pour nous, Alex Pereira. Il y en a eu beaucoup, et il y en a eu avec beaucoup de succès. Et la plupart du temps, on peut se demander pourquoi. C'est quoi? C'est une recherche de challenge pour eux, finalement. C'est quoi? On a battu tout le monde dans sa caté, on a besoin de trouver un petit peu d'adversité ailleurs, et donc du coup, on va la chercher au-dessus. Ça peut être quoi, les motivations? Pour moi, il y a les deux cas de figure. Il y en a qui arrivent plus à faire le poids dans leur catégorie de prédilection. Par exemple, comme Topuria, qui n'arrivait plus à faire le cutting, ça commençait à devenir vraiment problématique pour lui. Et puis, il y a aussi cette recherche de challenge, comme on disait tout à l'heure. Donc, il y a un peu des deux, mais je pense qu'il y a cette recherche de prestige qui rentre vraiment en jeu, au-delà du côté difficulté, parce que bon, c'est des combattants, ils font déjà le plus dur en rentrant dans la cage. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est simple, je suis champion de KT, j'accroche une ceinture chez moi. Je suis champion de KT, j'en accroche 2, c'est bon, ça suffit. Voilà, tu vois. Est-ce que le défi te tenterait, toi, Oui, ça me tente. On avait déjà discuté avec Daniel pour le faire. Après, le problème, c'est que je suis vraiment un léger 84 maintenant. Je suis à 93 kilos. C'est-à-dire que potentiellement, j'affronterai des mecs qui en font entre 100 et 105. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on va évoquer, parce qu'évidemment, c'est l'une des problématiques. Et on va en parler justement avec un préparateur physique spécialisé dans le MMA, qui est Stéphane Dubois, et qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, ça va très bien. Tu es habitué évidemment au monde du MMA, tu as même ouvert ta propre salle, je crois, dernièrement. Il faut que tu nous expliques un petit peu tout ça, comment concrètement déjà ça se passe, comment toi tu prépares un combattant qui vient et qui te dit « je veux monter dans une catégorie supérieure ». Est-ce que ça change beaucoup de choses dans sa préparation par rapport à celle habituelle ? Alors bien sûr, il faut prendre en compte tous ces paramètres, surtout sur tout ce qui est prise de poids. Donc c'est ce qu'on va rechercher. Ça change toute la structure de l'entraînement, mais tout ce qu'il y a autour aussi. Donc on part de l'alimentation, d'accord, de la gestion d'autres facteurs qui vont justement aider et favoriser cette prise de poids. Parce que le but, ça va être de la favoriser, mais aussi d'en avoir tout le potentiel adéquat et favorable à la performance. D'accord ? Pas prendre du poids, on va dire, inutilement. Ouais. Oui, c'est ça, évidemment, parce qu'on va voir des photos aussi sur l'avant et l'après de certains combattants qui sont montés comme ça. Il y a évidemment une prise de poids
qui a rien de négatif, c'est une prise de muscle en fait, quand on dit prise de poids aussi, qui est important. Et comment tu les accompagnes dans ces cas-là? Ça passe par la nutrition, ça passe par le renforcement musculaire aussi à la salle, ça passe par quoi? Bien sûr. Alors moi, je suis plus sur l'aspect préparation physique, d'accord. Tout ce qui est nutritif, je vais un peu le déléguer parce qu'il y en a qui sont plus spécialisés que moi sur ça. Ça va être un levier fondamental et vraiment important, d'accord. On va essayer de vraiment tout paramétrer. L'entraînement va être un peu plus différent. Il faut prendre aussi en considération ce que je viens de dire avant, qu'il faut garder les qualités physiques spécifiques au MMA, Ouais. tout en optimisant cette prise de muscle. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette prise de muscle, elle va être aussi limitée, d'accord, par notre sport qui est très énergivore, d'accord, et aussi ce potentiel, on va dire, génétique, où au bout d'un moment, prendre du muscle sur un débutant, ça va être plus ou moins facile, mais plus on va être expérimenté, plus ça va être compliqué. Et quand on regarde des profils comme Islam Makhachev et bien d'autres, on voit déjà leur masse musculaire qui est déjà bien prédéfinie par rapport à leur entraînement, et du coup, comment rajouter cet apport, ce surplus musculaire. Donc, comme je l'ai précisé, on le voit sur l'alimentation, sur les facteurs aussi de la vie en général, hein, psychologique, donc le stress, d'accord, le sommeil, l'alimentation, le sport et encore d'autres facteurs génétiques. Mais on va essayer de favoriser et d'optimiser tout ça. Et qu'est-ce qui fait justement que certains ont parfois des prédispositions pour pouvoir faire cette montée et avoir la réussite? Est-ce que c'est des gens qui, de base, ont peut-être du mal à faire le poids dans leur catégorie, qui ont des cuttings difficiles et qui donc ont plus de facilité à prendre le poids par la suite et à monter de catégorie? Est-ce qu'il y a des prédispositions justement à cette réussite-là? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça change d'un athlète. C'est pour ça qu'on a aussi ce côté batterie et recherche avec l'athlète où on va voir un peu ses prédispositions génétiques. Ça va être important en tant que préparateur physique pour calibrer ses entraînements et pour le nutritionniste aussi de voir qu'est-ce qui lui correspond. Je crois que tout à l'heure, c'était Mathieu qui disait par rapport à avoir un gros 92 ou un 92 plus léger, et ben, ça va jouer aussi. Pourquoi les combattants prennent du poids? C'est pour se challenger, pardon, pour aller chercher la double ceinture ou même la triple, comme on a pu voir avec Saladin qui a essayé de la chercher. Mais on a aussi cette perte de poids qui devient aussi très difficile. Donc tout ça, en fait, ça enveloppe quoi? Ça enveloppe le spectre de la performance et aussi la psychologie de l'athlète. Ok, je parle avec mon athlète et je lui dis comment tu te sens? Est-ce que tes cuts deviennent de plus en plus compliqués? Oui ou non? Donc tout ça, en fait, tout part par un échange, d'accord, et une observation avec l'athlète, d'un point de vue génétique, d'un point de vue personnel, parce que sur un plan de carrière d'un athlète, il peut y avoir plusieurs facteurs qui vont changer sa perception des choses et sa facilité au moins à réussir sa prise ou sa perte de poids. Parce que je pense que Mathieu peut en témoigner, les pertes de poids, ça laisse quand même des traces et par moments, ça devient un peu plus compliqué de perdre ce poids. Cutting, c'est le pire truc. Ça m'a pourri ma vie pendant pas mal de temps. J'avais fait un cutting, en fait, où, par exemple, quand j'avais combattu Alexis Fontes, j'avais fait un cutting et j'avais utilisé un nouveau produit. C'était une sorte de sweat. Pour ceux qui connaissent, c'est tout une crème pour suer encore plus. Ouais. D'accord, ok, pour transpirer. Et je suis descendu trop bas, en fait. Je suis descendu genre 2 kilos en dessous, un truc comme ça. Oh, wow. Un peu à l'image de quand Gomis était descendu trop bas aussi. Ouais. Pareil, moi, j'étais arrivé 2 kilos, je crois, en dessous, alors que je me suis rendu compte que j'étais trop bas. J'avais rebu un petit peu, je m'étais hydraté. Et en fait. Pour le corps, c'est violent. Ouais, staphylocoque juste après. En fait, je me suis coupé je me suis fait une petite entaille le jour du combat. Ouais. Staphylocoque. Je suis parti en Bulgarie, infection, en urgence. J'aurais pu perdre le doigt de pied et tout. Ouais. Et depuis, en fait, ça m'a flingué. Ça a flingué mes défenses immunitaires. J'ai enchaîné 12 ou 13 staphylocoques en un an. Oh, waouh. Parce que ton corps était. Apparemment, il a pris un abonnement. J'ai pris 10 rounds d'antibiotiques dans la gueule en un an. Quoi. Ouais. Sur un cutting mal fait. Un seul. Ouais, Stéphane. Et je disais, c'est pour ça aussi qu'en off-season, ce qu'on va faire, on va aussi reprendre, entre guillemets, cette prise de muscle. Parce qu'en fait, il y a deux phases. On a la phase de cutting, d'accord, qui est, ce qu'on imagine bien, c'est la perte, on va dire, hydrique par rapport à la sudation. Mais avant, on a aussi toute cette phase de régime, d'accord. Donc, on va être en déficit calorique et un déficit prononcé. Du coup, on va commencer à piocher sur les réserves. Comme l'a dit Mathieu, on peut commencer à tomber malade, mais aussi on peut les taper dans le muscle, d'accord. Donc du coup, ce qu'on va faire en off-season, c'est qu'on va essayer de reprendre ce potentiel, cette masse musculaire, parce que cette masse musculaire va nous permettre aussi d'améliorer et d'augmenter ma capacité à perdre ce poids.
d'accord? Parce que le muscle est rempli d'eau, de glycogène, etc. Et du coup, ça peut aussi nous aider. Donc, avoir ces phases de prise de muscle, ça peut être très, très intéressant. Quand je dis prise de muscle, hein, je vulgarise un peu, mais ça va nous aider aussi justement pour les prochaines étapes de coaching. On a parlé évidemment de ceux à qui cette montée a réussi et qui sont allés chercher cette double ceinture. Il y en a qui ont échoué aussi lors de cette montée. On pense à Alexander Volkanovski qui a eu cet échec, ce double échec même face à Makhachev. Après le deuxième, c'était un short notice, on lui pardonne un peu. On lui compte non, pas. On lui pardonne pas. Faut pas le prendre, hein. Regarde, Mathieu, il est prêt H24, c'est tout. Ouais, mais mais on voit la différence de physique entre le premier et le deuxième, Oui. où il était un peu gras. Voilà, ça a été le cas aussi pour Israël Adesanya quand il a cherché cette ceinture des moins de 93. Il y a Max Holloway aussi contre Poirier. Exactement. Il n'avait juste pas fait de cutting du coup et il n'était pas prêt. Il y en a plusieurs dont les exemples sont assez frappants. Stéphane, il faut comprendre aussi forcément que quand on change de catégorie, quand on monte comme ça, on se retrouve face à des combattants qui, a priori, sont plus lourds que nous, parce qu'eux ont réalisé un cutting et il y a le rebond ensuite qui est plus important et qui, du coup, une fois qu'on se retrouve face à eux dans la cage, il y a un écart de poids aussi qui est important. C'est ça, mais on a aussi des contre-exemples comme Colby Covington, qui combattait apparemment sans trop cutting, quasiment pas apparemment, ou alors perdre de 2-3 kilos. Oui, il était à 80 kilos et combattait en 70. Colby. Ouais. 10 kilos. Ouais, quand même. En 77, pardon. Après, on avait aussi Ça aurait pu être un 70, c'est ça que je voulais dire. Je me suis dit, ok, donc ouais, sur du 3 kilos, bon, j'appelle ça pas vraiment un cutting, bon, même si on le perd quand même, mais voilà, parce qu'il y a aussi Mansour Bernaoui qui faisait aussi, qui était toujours sur son poids de forme. En fait, ce qui va être aussi important, ça va être d'avoir son poids de forme, d'accord, à l'entraînement et du coup le jour J. Parce que quand on fait notre coaching, bien évidemment, on doit recharger après. On va jamais combattre alors qu'on va juste terminer son coaching. Et c'est vrai que pour certaines personnes, certains athlètes, c'est compliqué parce qu'on se retrouve avec des athlètes qui ont 5-6 kilos de plus que moi sur le ring. Et comment je fais pour pallier à ça? Donc, on a aussi notre travail de force au préalable, mais ça aussi, c'est limite. D'accord? Donc, chacun va gérer ça à sa façon. Il y a Islam Makhachev qui disait, justement, moi, je m'entraîne toujours avec des personnes plus lourdes que moi. Bon, ça peut être bien, ça peut être prendre en compte, même d'un point de vue psychologique, ça peut être réconfortant. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies à mettre en place pour arriver à pallier à ça. Mais on a toujours ces 5 kilos qui sont... Ouais. Quand on a tenté cette montée, qu'il y a l'échec et qu'on veut ensuite retourner à sa catégorie initiale, est-ce que là aussi, il y a une préparation spécifique ou c'est simple finalement de revenir au poids initial dans lequel on combattait avant? Alors, excuse-moi, ça a coupé, tu peux me redire s'il te plaît? Je vais essayer de la refaire aussi bien que je viens de le faire, c'est pas sûr que ça sorte tout à fait pareil. Non, je disais que ceux qui ont échoué finalement lors de cette montée et qui ensuite doivent revenir à leur catégorie initiale, quelle prépa aussi? Est-ce que c'est difficile finalement de revenir à sa catégorie de base quand on est monté comme ça? En fait, qu'est-ce qui va se passer généralement? Généralement, on va être habitué à ce poids de forme et sur une baisse de poids, principalement, ce qui va diminuer, ça va être sa capacité de force, d'accord? Surtout quand on perd beaucoup de poids assez rapidement. Okay, donc, ça va être très dur de le maintenir. Et c'est là que le rôle du préparateur physique va être important. Va être là pour le suivre H24, hein, c'est comme ça qu'on suit nos athlètes. Et c'est pour ça que le faire tout seul, je pense à tous les combattants pro ou amateurs qui gèrent ça tout seul. Des fois, on n'a pas le choix, hein, on commence par ça, mais il faut s'entourer pour justement gérer cette descente. Parce que par moments, ça nous paraît un peu plus... Notre corps, il est fragilisé, en fait. Qu'on soit dans l'excès, dans l'un ou dans l'autre, que ce soit la perte ou la prise de poids, ça dépend comment c'est fait. Si on est dans l'excès dans l'un ou dans l'autre, on va laisser des plumes. Donc tout ça, il va falloir le gérer. Et pour certains, ça peut être compliqué aussi, pour répondre à la question, de revenir à son poids de corps de forme initiale. Donc c'est pour ça que c'est important de paramétrer en combien de temps j'ai cette prise de muscle, cette prise de poids, on va dire, ou cette perte de poids. Ce paramétrage-là, il va être important. Des fois, on n'a pas trop le choix. On avait Jones, par exemple, si je ne me trompe pas, arrêtez-moi si je me trompe, qui avait paramétré ça sur un peu plus d'1 an. Il avait le temps de prendre du muscle sur 3 ans. Alors, comment ça a été fait? Je voulais te poser la question, est-ce que tu trouves que toi, que la prise de poids de John Jones, est-ce qu'il avait besoin d'être aussi gras pour être en poids lourd? C'est ça que je veux dire, parce que en light heavyweight, il était quand même assez fin, musclé, longiligne.
Et après, on le voit arriver en poids lourd. J'ai l'impression qu'au niveau des jambes, ça n'a pas changé grand-chose. Il avait Il y a un petit peu de bide, quoi. juste un peu plus de bide et il n'a pas vraiment pris plus de muscles en haut. Je voulais savoir ton avis sur ça. Ouais, c'est ça. Ah, bah, Tu poseras plus de questions, je Jalito. pense que ma question était trop longue. Ouais, clairement. Mais du coup, on va en parler entre non, mais c'est c'est intéressant, c'est Ouais. vrai. Et là, c'est En pour ça plus- qu'on met en plus, l'accent sur on la a vu- prépa on a- physique. C'est que. Ouais, et les vidéos qu'on a vues de sa prépa, c'est juste qu'on le voyait boire des shakers et faire des squats à 300 kilos, quoi. Mais parce qu'en fait, sur le coup, on se dit, bah, c'est simple, juste tu manges, tu vas prendre du Oui, poids. Mais c'est mais c'est clairement pas pas vrai. aussi simple que ça, Mathieu. Ouais. Puis John Jones, il est connu pour pas boire que des shakers de protéines, si vous voyez ce que je voulais dire. Donc bon, Ça fait prendre, Ouais. ça fait prendre un petit peu de Il y poids. a un autre exemple aussi, c'est quelque chose qui a été malheureux pour le MMA en général, c'est quand Georges Saint-Pierre, il avait fini le jeu en welter, il a voulu monter en middleweight, il prenait pas de poids, Ouais. parce qu'il voulait Il avait du vraiment mal à prendre du poids, ouais. prendre beaucoup de poids pour pouvoir cutter, et du coup il est tombé malade, il a eu un ulcère à l'estomac, et du coup il pouvait manger qu'une fois par jour, et il a eu une période de non-activité de 3 ans. Ouais, ça. c'est pas plus mal, parce que ça tombe, c'est ça qui lui a fait découvrir le jeûne. Maintenant, c'est un fan du jeûne. Exactement, Ouais. bah, c'est exactement, C'est vrai. c'est ça qu'il a soigné, Ouais, il y a une le occasion- jeûne intermittent. C'est une occasion de découvrir quelque chose. Le jeûne qui- hydrique et tout. Bah, voilà. Mais bon, on a perdu quand même une star du sport pendant 3 ans, quoi. C'est vrai. Mais on a ouais. récupéré Stéphane, qui Ouais. est là, et qui va pouvoir répondre à ta question, du coup, a priori, Jalito. En fait, je suis à l'étranger, donc je suis à l'étranger, c'est un peu compliqué. Pas Là. de souci. Mais on disait par rapport à John Jones, John Jones, ouais. c'était quoi déjà? Savoir, est-ce que c'était qu'une prise de graisse finalement qu'il avait pris parce que physiquement, il n'était pas très affûté par rapport à quand il combattait juste en dessous. Faut voir ses stats, faut voir l'indicateur. L'indicateur, c'est quoi? C'est les Content, en performances. C'est les performances de les charges. Est-ce que les barres elles ont augmenté? Il y a ça à prendre en considération. Nous, on lutte, pour l'anecdote, parce que je suis parti avec les lutteurs olympiques. Nous, en gréco, on parle de force aussi relative et absolue. Ça veut dire que plus t'es fort, d'accord, plus tu as de chance de gagner chez les poids lourds, d'accord. Donc, l'indicateur, c'est quoi? C'est de voir à peu près sur ses charges ce qui a augmenté. Tu vois, si par exemple son squat est monté, je sais pas moi, de 200 kg à 250, on voit qu'il y a une évolution, donc on voit qu'il y a une prise de force, ce qui est très bien sur les catégories poids lourds, d'accord. Mais voilà, c'est vrai que structurel, parce qu'en fait on parle de son anatomie, tout ce qui est structurel, d'accord. Ouais. C'est vrai que structurellement parlant, on voit que ses tissus adipeux, on voit que sa graisse, c'est vrai que c'était pas si beau que ça. Mais Faut dire Et les après- termes, faut dire les termes, Stéphane. Bien mangé. ça a peut-être suivi. Non, mais c'est vrai, mais ça a peut-être suivi après. Ça a peut-être suivi au niveau de la perf. La perf, elle a été là, au final. Mm, mm. Donc, Oui. C'est voilà. vrai qu'on peut pas lui donner tort. Pour finir, messieurs, je vais faire un petit tour d'étape comme ça avec vous. Mathieu, quelle est selon toi la plus grande réussite d'un combattant de l'UFC qui est monté de catégorie? Est-ce que c'est John Jones comme on parle? Est-ce que c'est Ilia Topuria? Est-ce que c'est, je sais pas, qui tu vois comme étant... Et réfléchissez, hein, Stéphane et Jalito, je vais vous poser la même Tu question. me poses en premier, en fait. Là. Jalito, vas-y. Moi, je pense que c'est Connor. Ouais. Connor, il passe de featherweight 66 à 70 et il fait des Ouais, mais la grosses diff, perfs. tu vois, elle est moins importante entre Elle est les deux moins... catégories. Ouais, mais il cutait quand même beaucoup. Je sais même pas comment il arrive à réussir à Ouais, faire ses à faire cuttings en 66. 66. Ouais. Et je crois carrément avant, ils avaient moins de temps pour se réhydrater. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Et donc, du coup, je trouve que lui, sur cette perf-là, et surtout le combat qu'il fait contre Alvarez, qu'Alvarez, c'est pas un petit 70. Moi, c'est ça aussi, en fait. C'est que tu vois qu'il est aussi compétent techniquement, il est aussi vif, aussi rapide, Ouais. aussi précis. Il a perdu vraiment aucune de ses capacités. Voilà, c'est ça. Et je dirais en deuxième, Que John Jones, ouais, il est devenu il était pas goofy mauvais. un peu. Il a changé son style il est lent, il est Ouais, il goofy, était- c'est très bon mot. c'est maladroit un peu, c'était bizarre. Alors Ouais. que- Pato. voilà, c'est Ouais. ça. Alors qu'à la base, c'est quelqu'un qui est très coordonné, c'est beau à voir ses gestes et tout là, c'était un peu bizarre. Et en deuxième, je mettrais Max Holloway dans son combat contre Gaethje. Ok. C'était beau aussi, ça. Ouais, parce qu'il avait fait une première montée, une première fois pour sa revanche contre Poirier, mais c'était juste une montée où il n'avait pas fait de cutting. Et là, il a vraiment pris le temps sur, je pense, une année carrément, où il a pris du poids, de la bonne masse musculaire, et en plus, il a cuté pour combattre un des plus gros frappeurs Ouais. de la Là, il catégorie. se Et montait un mec, voilà, ouais. la performance, c'est pas seulement le combattant, mais c'est l'adversité qu'il Ouais. a eue. Et moi, je pense que là, je mettrais top 1, top 2, McGregor en premier et Holloway en deux. Ok. Stéphane, avec ton œil de préparateur physique, toi, quelle est, selon toi, la plus belle réussite d'une montée? Par rapport à C'est ce dur, que hein. vous avez dit là, pour moi, ouais, sur Connor, je rejoins Jalito, sur Connor, ça a été impressionnant. On peut le voir aussi sur ses weightings, sur les photos et sur les vidéos. C'est incroyable, en fait, comment il a géré cette gestion Son combat contre- de poids. Et il reste toujours quand même performant. C'est ça, en fait. Le truc, c'est on perd du poids, mais rester performant, prendre du poids
et rester performant. Et c'est ça qui est beau. Et je pense que Conor nous l'a montré dans tous ses combats. Ou dans la plupart de ses combats. Ouais, c'est vrai qu'il nous a C'est ça qu'il faut impressionnés. retenir. Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on retient tous les trois. Vous êtes unanimes finalement. Après, mention spéciale pour Anthony Rumble Jackson, paix à son âme, qui a mis des KO en 77, 84 et jusqu'au poids lourd. Mais il en est mort, donc faites-le pas. Ouais, voilà, Faites-le pas. c'est pas forcément ce qu'on a envie d'illustrer. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous. Merci pour toutes ces précisions. C'était super intéressant de t'avoir aussi pour avoir l'œil un petit peu plus technique aussi dans ce genre de performance. Merci beaucoup à toi Stéphane. Merci à vous et bonne soirée à vous et bon courage Mathieu pour les prochaines séances. Ciao.